50% des hommes n'obtiennent aucun résultat avec le minoxidil, et la plupart ne savent même pas pourquoi. Peut-être que c'est ton cas, ou peut-être que tu ne peux simplement pas utiliser le minoxidil pour X raisons. Dans les deux cas, cette vidéo est faite pour toi parce qu'ici, tu vas comprendre pourquoi le minoxidil ne fonctionne pas sur toi, comment faire partie du 50% des hommes qui ont des résultats avec le minoxidil, et quelles sont les 5 alternatives les plus prometteuses connues aujourd'hui pour remplacer le minoxidil si ce traitement n'est toujours pas une option pour toi. Mais pourquoi est-ce que le minoxidil est inefficace chez 50% des utilisateurs? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le minoxidil, ce n'est pas un médicament, c'est un pro-médicament ou pré-médicament. La version active du minoxidil s'appelle minoxidil sulfate. Et pour pouvoir convertir le minoxidil en minoxidil sulfate, il faut que le minoxidil entre en contact avec une enzyme appelée sulfotransférase. Et il semblerait qu'environ 50% des utilisateurs de minoxidil ne produisent pas suffisamment de sulfotransférase dans leur cuir chevelu pour convertir le minoxidil dans sa forme active. Et il y a 3 solutions connues aujourd'hui qui permettent de contourner cette limitation. La première, et c'est selon moi la moins recommandable, c'est le microneedling, le fait de planter des micro-aiguilles dans ton cuir chevelu. Il y a des études qui ont démontré que effectivement le microneedling augmente la production de sulfotransférase dans le cuir chevelu et augmente le taux de réponse au minoxidil. Et en plus de ça, le fait de faire des micro-trous dans ton cuir chevelu, évidemment, ça va augmenter l'absorption du minoxidil. Sauf que cette pratique est accompagnée de certains risques, notamment des risques d'infection, d'accumulation de tissu cicatriciel qui pourraient à terme impacter négativement la pousse des cheveux, et en plus de ça, selon certaines théories, il semblerait que le fait d'infliger des lésions répétées sur un tissu, ça peut causer à terme une augmentation des risques de cancer, tu vois, de cancer de la peau. Donc c'est clairement pas un truc à prendre à la légère, et si tu veux faire du microneedling, peut-être fais quelques séances chez un dermatologue, ou bien renseigne-toi auprès d'un dermatologue pour voir quelles sont les bonnes pratiques à adopter avec cette méthode avant de le faire seul chez toi. La deuxième solution, c'est de passer au minoxidil oral, parce que quand tu prends du minoxidil oral, la conversion de minoxidil en minoxidil sulfate ne se fait plus au niveau du cuir chevelu, mais au niveau du foie, avec la sulfotransférase présente dans le foie. Donc le taux de réponse est beaucoup plus élevé avec le minoxidil oral. Je précise juste que le minoxidil oral est un médicament que tu peux obtenir uniquement sous prescription médicale, et je te recommande vivement d'accompagner ta prise de minoxidil oral avec un suivi médical sérieux, surtout au niveau de ta fonction cardiovasculaire, parce que le minoxidil, c'est un médicament qui impacte ta fonction cardiovasculaire. Et finalement, la troisième et meilleure méthode selon moi pour augmenter l'efficacité du minoxidil, c'est d'utiliser de l'acide rétinoïque en plus du minoxidil, donc de cumuler les deux traitements. L'acide rétinoïque augmente la production de sulfotransférase dans le cuir chevelu et augmente la porosité de la peau. Globalement, le même effet en termes de résultats que le microneedling sont les risques associés avec le microneedling. L'acide rétinoïque est également un traitement que tu peux obtenir uniquement sous prescription médicale. Donc si tu veux cumuler ton minoxidil avec de l'acide rétinoïque, il y a 2 solutions. Soit tu peux obtenir une prescription auprès de ton médecin pour de l'acide rétinoïque, préférablement en crème, parce que le gel il se mélange beaucoup moins bien avec le minoxidil. Et puis une fois que tu as ta crème d'acide rétinoïque, tu peux mettre juste une petite pointe de crème et mélanger avec 1 ml ou 2 ml de minoxidil dans un verre à shot et verser ça sur ton cuir chevelu. Le mélange n'est pas optimal, mais ça peut fonctionner. Autrement, ce que tu peux faire, c'est que tu peux demander une prescription pour un minoxidil combiné directement avec de l'acide rétinoïque. Et là, il va falloir que tu passes par une pharmacie magistrale qui va te créer une formulation sur mesure. La manière la plus simple d'obtenir une formulation sur mesure, c'est de passer par la plateforme Hairdex. Tout ce que tu as à faire quand tu passes par Hairdex, c'est de prendre une consultation avec un médecin spécialisé dans la perte de cheveux, et à la fin de la consultation, s'il voit que ce traitement est adapté à ton profil, il va te faire une prescription pour un minoxidil combiné avec de l'acide rétinoïque à des concentrations qui sont cohérentes, et ensuite, la prescription va être envoyée à la pharmacie partenaire qui va te le formuler et te l'envoyer directement à domicile. Donc c'est la manière la plus simple, connue aujourd'hui en Europe et surtout en France, de se procurer du minoxidil combiné avec de l'acide rétinoïque. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien en description et démarrer ton parcours sur Hairdex. Et si malgré tout ça, tu ne peux pas ou tu ne veux pas utiliser de minoxidil pour X raisons, quelles sont les solutions alternatives? Il y a 5 solutions alternatives au minoxidil que j'ai repérées
qui, selon moi, repose sur les preuves scientifiques les plus crédibles, et je précise que j'ai exclu volontairement tous les traitements alternatifs qui ont un effet par exemple anti-androgénique ou inhibiteur de 5-alpha-réductase, parce que dans cette vidéo, je veux vraiment te donner 5 alternatives qui permettent de stimuler la pousse sans passer par les effets hormonaux. La première alternative, c'est la caféine, et tu as peut-être déjà entendu parler ou déjà vu des publicités pour des shampoings à la caféine, mais il faut bien faire une distinction entre shampoing à la caféine et sérum à la caféine, parce que les shampoings ne font absolument rien, étant donné que le temps de contact avec le cuir chevelu est beaucoup trop court. Par contre, il semblerait que l'application topique de caféine directement sur le cuir chevelu ait un impact direct sur certains facteurs de croissance qui permettraient d'initier prématurément une phase anagène et de maintenir la phase anagène, qui est la phase de pousse du cheveu. La caféine inhibe une enzyme qui s'appelle phosphodiesterase, et cette inhibition de phosphodiesterase dans le cuir chevelu va augmenter la présence d'une enzyme qui s'appelle AMPC. Et l'AMPC stimule la phase anagène. Mais est-ce qu'il y a des études sérieuses qui testent des sérums de caféine sur les humains? J'en ai trouvé une qui est relativement sérieuse, je vais t'exposer quand même les limitations dans un instant, mais c'est une étude qui a été réalisée en Inde et qui compare directement la caféine avec un sérum 0,2% de concentration avec le minoxidil 5%. Et au bout de 6 mois, on a observé une amélioration du ratio des cheveux en phase anagène versus télogène de 10,59% avec le sérum caféine 0,2% contre 11,68% avec le minoxidil 5%, soit une différence de 1,09%. Donc la conclusion officielle de l'étude, c'est que la caféine est non inférieure au minoxidil. Donc ça veut dire que selon cette étude, la caféine aurait un effet similaire au minoxidil en termes de résultats. Maintenant, il y a 2 grosses limitations avec cette étude. La première, c'est que l'étude n'a pas de groupe placebo. Et c'est pas forcément un choix délibéré, mais c'est plutôt à cause de certaines questions d'éthique. C'est-à-dire que, étant donné que dans l'étude, on a testé la caféine contre un produit qui est déjà approuvé par la FDA, qui est le minoxidil, c'est pas éthique de priver un groupe de ce traitement qu'on sait qu'il est efficace, alors que le traitement est disponible dans l'étude. Donc pour des raisons d'éthique, il n'y avait pas la possibilité d'avoir un groupe placebo. Donc maintenant, pour vraiment confirmer que la caféine fonctionne, il faudrait pouvoir faire une étude caféine versus placebo, et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui a été faite sur le sujet. La deuxième grande limitation, c'est qu'on a uniquement des données sous forme de pourcentage, de ratio entre anagène et télogène. Et ce ratio peut changer de 2 manières. Soit tu as une augmentation des cheveux en phase anagène, dans ce cas-là, tu as une augmentation de ce ratio en faveur des cheveux en phase anagène, mais tu peux aussi avoir une baisse du nombre de cheveux en phase télogène, et à ce moment-là, tu as également une augmentation du ratio des cheveux en phase anagène. Donc on n'en sait rien, si ça se trouve, le groupe minoxidil a eu une augmentation des cheveux en phase anagène, et le groupe caféine a eu uniquement une baisse du nombre de cheveux en phase télogène, et du coup le changement du ratio était le même, mais pas pour les mêmes raisons. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le vérifier dans cette étude. Donc c'est la grosse limitation avec ce produit, mais au moins on a des connaissances mécanistiques qui nous permettent de dire que la caféine a un effet stimulateur sur la pousse des cheveux, et on a une étude qui montre que il y a quand même un changement du ratio entre anagène et télogène, et c'est déjà beaucoup plus prometteur que la plupart des études sur les produits tels que Homa Me, Collagea ou encore Make My Mask. La deuxième alternative, c'est la stémoxydine. Et ça, tu en as peut-être déjà entendu parler, mais ce qui est intéressant avec la stémoxydine, c'est que non seulement ça peut être une alternative, étant donné qu'on sait que c'est efficace, mais en plus de ça, étant donné de son mécanisme d'action qui est complémentaire à celui du minoxidil, il est théoriquement possible de cumuler stémoxydine et minoxidil pour avoir un effet synergique. La stémoxydine inhibe une enzyme appelée prolyl 4-hydroxylase, et cette inhibition permet d'imiter un effet hypoxique, donc un manque d'oxygène au niveau de tes cellules souches, de tes follicules pileux. Et cet environnement pseudo-hypoxique active une voie bien particulière dans tes follicules pileux qui réactive les follicules dormants. Et ce mécanisme permet de raccourcir une phase en particulier du cycle de pousse de cheveux qui s'appelle la phase kénogène, qui est une phase de repos, une phase de latence, entre guillemets, entre 2 cycles.
Et ce qui est intéressant avec la stémoxydine, c'est qu'il y a non pas une ou deux, mais 3 études sur cette molécule, et ces 3 études démontrent une augmentation de la densité capillaire entre 4,5 et 11% selon l'étude en question. Et en plus de ça, les études comparent à chaque fois le groupe stémoxydine avec un groupe placebo. Donc on sait que les résultats sont relativement positifs comparés au groupe placebo. Maintenant, il y a une limitation qui est particulièrement dérangeante avec la stémoxydine. Toutes les études qui ont été faites sur le sujet ont été financées par L'Oréal, qui est le détenteur du brevet de cette molécule. Et le fabricant, par la même occasion, de cette molécule est le seul à être habilité à vendre la stémoxydine. Donc il y a quand même un risque de conflit d'intérêts, même si de toute façon tu ne peux pas fausser les résultats d'une étude, mais c'est quand même un détail à prendre en considération. J'ai personnellement déjà utilisé de la stémoxydine, et je saurais pas dire si mes résultats étaient placebo ou dus à la chance ou je ne sais quoi, mais j'ai l'impression que la stémoxydine est particulièrement efficace quand tu passes par une phase de shading, tu sais, une phase de purge, par exemple quand tu commences un nouveau traitement, ou bien parce que, par exemple, je sais pas, tu passes par une chute saisonnière, ça peut être intéressant d'utiliser la stémoxydine, étant donné qu'elle raccourcit la phase de repos du bulbe avant que le bulbe se décide à produire un nouveau cheveu. Donc si tu as une chute accélérée pour X raisons, la stémoxydine peut permettre de raccourcir la phase où tu as temporairement moins de densité, étant donné que les cheveux repoussent plus tôt que prévu. En troisième position, et selon moi l'alternative la plus prometteuse, c'est l'adénosine. C'est non seulement la plus prometteuse, mais également la plus documentée, et dont l'effet sur les cellules souches des follicules pileux sont les mieux compris. L'adénosine de base, c'est un neurotransmetteur qui a un effet dépressant sur le système nerveux, donc qui t'envoie un signal comme quoi tu dois dormir. Et justement, assez intéressant, la caféine, quand tu prends de la caféine, elle vient s'attacher à tes récepteurs d'adénosine et empêcher l'adénosine de s'attacher à son tour aux récepteurs, et c'est pour ça que la caféine augmente la sensation d'éveil. Mais au niveau des follicules pileux, l'adénosine s'accroche à un récepteur bien particulier qui s'appelle le récepteur A2B, qui se situe au niveau des cellules souches de la papille dermique, donc là où le cheveu est généré lors de la phase anagène. Et cette fixation augmente la production de 2 facteurs de croissance, qui s'appellent FGF7, autrement appelé facteur de croissance de kératinocyte 7, et également de l'AMPC, la même enzyme qui est stimulée par la caféine topique. Et le résultat, tu as une prolongation de la phase anagène et même une précipitation du début de la phase anagène sur les bulbes qui sont encore en phase de repos. Et parallèlement à ça, l'adénosine permet aussi d'épaissir le diamètre de la tige capillaire. Donc non seulement tu as une phase anagène plus longue, tu as plus de cheveux qui sont en phase anagène, mais en plus de ça, les cheveux qui sont en phase anagène sont plus épais. Et il y a 2 études solides sur le sujet. Il y en a une qui a été réalisée sur 38 hommes, avec un groupe placebo pendant 6 mois, qui a permis d'observer une augmentation de la proportion de cheveux épais. Donc on va dire la métrique c'était que s'ils étaient plus épais que 60 micromètres de diamètre, ça voulait dire qu'ils étaient considérés comme cheveux épais. Et il y avait une plus forte proportion de cheveux au-dessus de 60 micromètres de diamètre chez les personnes qui utilisaient de l'adénosine topique. Et il y a également une deuxième étude qui a été faite sur 102 hommes japonais qui comparait 2 groupes. Le premier utilisait de l'adénosine et le deuxième utilisait un sérum avec du niacinamide dedans. Et le groupe qui utilisait l'adénosine topique a eu une augmentation de la densité et une augmentation de l'épaisseur des cheveux et une augmentation de la durée de la phase anagène comparée au groupe qui utilisait du niacinamide. Alors la limite principale, c'est déjà de 1, le nombre de participants qui est extrêmement faible, mais en plus de ça, dans la deuxième étude, le groupe qui n'utilisait pas d'adénosine n'était pas un groupe placebo, étant donné qu'il n'avait pas une solution qui était inerte, et qui utilisait quand même une molécule qui était la niacinamide. Donc on ne sait pas si, par exemple, admettons la niacinamide pour X raisons inhibe la pousse des cheveux, ça voudrait dire que c'est pas forcément l'adénosine qui stimule la pousse, mais que c'est simplement la niacinamide qui réduit la pousse de cheveux, et du coup en comparaison, les marqueurs de pousse de cheveux sont meilleurs dans le groupe adénosine, mais pas forcément parce que l'adénosine a stimulé la pousse, mais peut-être que c'est parce que simplement, en comparaison avec la niacinamide a réduit la pousse. Mais ça on le sait pas, parce qu'on n'a pas de valeur numérique, on a seulement des proportions. Donc je pense qu'il faudrait quand même plus d'études pour confirmer l'efficacité de l'adénosine, mais je trouve que cette molécule est quand même prometteuse, sachant encore une fois qu'on a des données mécanistiques dessus, et qu'il y a quand même des études qui ont été faites sur les humains qui suggèrent que cette molécule pourrait être efficace à stimuler la pousse. La quatrième alternative, c'est le latanoprost topique. De base, le latanoprost, c'est un traitement qui est utilisé contre le glaucome, donc qui est une maladie de l'œil. Et un effet secondaire qu'on a pu observer avec ce traitement,
c'était de l'hypertrichose, donc une pousse de poils excessive autour de l'œil. Donc les chercheurs se sont questionnés sur peut-être un éventuel effet stimulateur de pousse avec le latanoprost, et apparemment il semblerait que le latanoprost ait un effet sur un récepteur bien particulier qui s'appelle le récepteur FP, et lorsque ce récepteur est activé dans les follicules pileux, il y a une transition des follicules en phase télogène vers la phase anagène, donc la phase de pousse. Et il y aurait également un allongement de la durée de la phase anagène avec le latanoprost. Et il y a une étude qui a été faite sur 16 hommes avec une alopécie androgénitique légère, un groupe traité et un groupe placebo. Et ce qui est assez particulier dans cette étude, c'est que chaque participant était à la fois du groupe traité et à la fois du groupe placebo, parce que les chercheurs ont décidé d'appliquer le latanoprost uniquement sur un côté du crâne. C'est assez intéressant comme méthodologie, mais du coup il y avait la possibilité de comparer sur un même individu l'effet lorsque le latanoprost était appliqué versus lorsque le latanoprost n'était pas appliqué. Et au bout de 24 semaines, il y a eu une augmentation statistiquement significative de la pousse des cheveux du côté du crâne où il y avait une application de latanoprost, au sein d'un même patient. Si je devais trouver deux limitations à cette étude, la première c'est que, évidemment, le nombre de participants est extrêmement faible, on parle de 16 personnes, donc c'est une étude préliminaire, mais en plus de ça, l'étude précise que les cas d'alopécie étaient des cas d'alopécie androgénétique légère, donc peut-être un Norwood 1 ou 2, donc peut-être que les résultats ne s'appliquent pas forcément à des cas plus avancés de perte de cheveux. Il faut également noter que la formule testée était de 0,1% et que la seule formulation qui est approuvée aujourd'hui par la FDA et qui est disponible sur le marché est de 0,005%, soit 20 fois inférieure à la formulation testée pour la chute de cheveux. Donc c'est une piste prometteuse, mais étant donné que c'est un traitement qui est régulé par le marché médicamenteux, il faut que tu passes par un dermatologue ou un médecin spécialisé pour qu'il puisse te prescrire le produit dans la bonne formulation et qu'ensuite tu puisses faire formuler ça en pharmacie. Et la dernière alternative prometteuse, c'est la mélatonine topique. T'as peut-être déjà entendu parler de la mélatonine comme l'hormone du sommeil, et effectivement, c'est une hormone que tu sécrètes dans ton cerveau lorsque c'est plus ou moins l'heure d'aller te coucher, par ton rythme circadien qui sait à quelle heure sécréter cette hormone, qui de base favorise l'endormissement. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est que tes follicules pileux ont eux aussi des récepteurs de mélatonine, et qu'il est possible de les activer localement via une application topique de mélatonine, sans forcément avoir un effet sur ton sommeil. Parce que lorsqu'elle est appliquée sur le cuir chevelu, la mélatonine va avoir un effet sur tes récepteurs MT1 et MT2, des cellules de tes bulbes capillaires. Et en théorie, l'activation de ces récepteurs induit l'initiation d'une phase anagène. Et il semblerait également que la mélatonine ait un effet antioxydant, donc un effet protecteur sur les cellules de tes follicules pileux, donc protection des cellules souches, etc., qui peuvent être attaquées justement par la DHT. Donc la mélatonine pourrait en théorie contrecarrer ces effets néfastes, ou en tout cas les atténuer. Et j'ai trouvé une étude qui a été faite sur les femmes et une étude sur les hommes, et les deux ont démontré une augmentation de la proportion de cheveux en phase anagène versus télogène chez les utilisateurs de mélatonine. Mais les grandes limitations ici, c'est que, comme je l'ai dit, il y a une des deux études où la population sur laquelle la mélatonine a été testée était des femmes qui avaient une alopécie androgénitique, donc c'est la même pathologie, mais c'est un autre type d'individu, donc peut-être qu'il y a une différence au niveau du fonctionnement quand même de la pathologie, etc. En plus de ça, dans l'étude chez les femmes, la densité a été mesurée uniquement sur la partie occipitale, donc sur le vertex, et non sur l'avant du crâne, qui est une zone particulièrement sensible chez les hommes. Et pour ce qui est de l'étude qui a été faite sur les hommes, la mélatonine a été testée en combinaison avec deux autres composés qui étaient le ginkgo biloba et la biotine. Donc on ne peut pas vraiment isoler les effets de la mélatonine sur la stimulation de la pousse de cheveux. Et en plus de ça, il n'y avait pas de groupe contrôle. Donc ces alternatives sont les plus prometteuses connues aujourd'hui en termes de stimulation de la pousse. Ça ne veut pas dire qu'elles égalisent le minoxidil, mais ça veut dire que c'est celles connues aujourd'hui qui ont le plus de chances de pouvoir égaliser le minoxidil si d'un coup on faisait plus d'études sur le sujet. Et peut-être que si tu cumulais toutes ces molécules ensemble, tu pourrais avoir un effet similaire au minoxidil. Ça on peut pas vraiment le savoir sans l'avoir testé. Mais si l'utilisation de ces molécules t'intéresse, sache que, encore une fois, tu peux y accéder via la plateforme Herdex. Si tu vas voir sur leur site, tu peux voir qu'ils proposent des formulations personnalisées avec de la mélatonine, avec de l'acide rétinoïque, du latanoprost et même de la caféine. Donc je pense que c'est la manière la plus fiable connue aujourd'hui de pouvoir se procurer un sérum avec un de ces traitements ou même tous ces traitements combinés. Et je pense que si tu leur demandes, ils peuvent aussi te faire un sérum avec de l'adénosine. Ça me paraît pas impossible
étant donné qu'il maîtrise les formulations, les études, etc. Donc je pense qu'il suffit qu'il te fasse la prescription et ensuite la pharmacie peut te le faire sur demande. Donc si tu veux expérimenter avec ces traitements ou simplement même avoir l'avis d'un médecin spécialisé sur ces traitements, tu peux réserver une consultation en description. En te remerciant d'avoir regardé cette vidéo et en espérant avoir pu t'apporter un maximum de valeur, n'hésite pas à t'abonner et à commenter la vidéo si jamais tu as des questions, s'il y a d'autres sujets que tu veux que je traite. Et si tu veux éviter de perdre des centaines voire des milliers d'euros dans des alternatives qui ne fonctionnent pas, je t'invite vivement à regarder cette vidéo.